terroriste et uranium. Sauf si vous regardez une mauvaise version de Sac vers le futur, ces mots ne devraient pas être côte à côte. La semaine dernière, le monde a failli vivre cette situation au Niger, où un conflit ignoré des médias depuis des années est soudainement devenu radioactif. Si vous me permettez le jeu de mots. Lorsqu'une attaque de l'État islamique dans la capitale du pays a failli leur permettre de mettre la main sur 1000 tonnes de yellow cake. Au-delà des inquiétudes sur des djihadistes avec de l'uranium, nous devrions surtout nous demander comment l'État islamique dans la province du Sahel, EIPS, a pu devenir assez puissant pour infiltrer l'aéroport de la capitale. Le garder plus de 2 heures en filmant de la propagande, puis partir avant qu'une riposte soit organisée. Des terroristes avec de l'uranium. L'attaque a eu lieu peu après minuit, le 29 janvier. Entre 30 et 40 combattants infiltrés à Niamey ont franchi le périmètre de l'aéroport Diori Hamani. Ils ont utilisé des armes lourdes et des drones explosifs pour attaquer des cibles au sol. L'assaut a duré environ 2 heures, sans être rapidement repoussé. Ces hommes ont circulé librement sur le tarmac, tirant des armes près des avions civils et des hangars et déclenchant des explosifs près des avions militaires. Une fois l'ordre rétabli, la scène évoquait une zone de guerre plutôt qu'un aéroport. Les terroristes avaient abandonné un drone et un hélicoptère en feu sur le tarmac. Des avions commerciaux et régionaux endommagés étaient stationnés, tandis que les installations de munitions de la base aérienne, Santin, fumaient encore après les explosions. La seule raison pour laquelle aucun passager n'est mort, d'après ce que nous pouvons voir, tient au timing étant donné l'heure tardive de la nuit. Maintenant, la violence qui éclate dans des pays du Sahel comme le Niger n'est pas vraiment inhabituelle. Et normalement, nous ne consacrerions pas un épisode entier à une seule attaque, mais il y avait ici quelque chose qui a vraiment distingué cet assaut. Environ 1000 tonnes de concentré d'uranium étaient stockées près de l'aérodrome. C'est cette matière qui finit par alimenter les réacteurs nucléaires et avec suffisamment de traitement, les armes nucléaires. L'image parle d'elle-même. Des djihadistes pénétrant un bâtiment faiblement sécurisé contenant du matériel nucléaire. Plusieurs médias ont relayé cette interprétation. L'uranium était arrivé il y a quelques semaines, transporté par convoi à travers des zones parmi les plus dangereuses du monde, au cas où rester en entrepôt ne suffisait pas. Les gros titres étaient sans doute exagérés à ce sujet. Pour être clair, la quantité idéale d'uranium que le groupe terroriste djihadiste devrait avoir est de 0, sans surprise, on le sait. L'écart entre la réalité du yellow cake et l'image que s'en font la plupart des gens en entendant uranium est immense. Le yellow cake est une forme concentrée du minerai d'uranium extrait. Même si vous ne voulez pas vous rouler dedans sans surveillance médicale ou risque de cancer, ce n'est pas très radioactif. En réalité, cette matière doit être bien plus travaillée pour atteindre la qualité militaire, ce qui rend le scénario du film peu crédible. Divers pays à travers le monde ont passé des années, avec des budgets énormes et les meilleurs cerveaux, à essayer de faire exactement cela. Et ils n'y sont toujours pas parvenus. On ne peut pas vraiment fabriquer ça dans une caravane au désert, façon Walter White. Si Vince Gilligan cherche des idées pour un reboot de Breaking Bad, de rien. Il existe déjà un précédent de terroristes ayant tenté d'armer de l'uranium. En 2014, à son apogée, l'État islamique a saisi environ 40 kg de composés d'uranium à l'université de Mossoul. L'AIEA s'est penchée sur le matériau et a conclu qu'il était de faible qualité et ne présentait aucun risque significatif. Dans les années 90, Al-Qaïda et la secte japonaise Aum Shinrikyo ont cherché activement à obtenir des matériaux nucléaires. Alerte spoiler, aucun n'a réussi à fabriquer un engin nucléaire. Mais quelqu'un aurait-il pu faire quelque chose avec autant de yellow cake ? Je veux dire, bien sûr, après tout, c'est radioactif. Si vous dispersiez la poudre sur une zone peuplée, vous auriez un véritable problème de contamination à gérer, ainsi qu'un nettoyage coûteux et certainement de la panique. Mais le risque pour la santé reste assez limité à ceux qui inhalent directement la poussière, ce qui est en soi difficile à disperser sur une grande surface. L'attaque de l'aéroport de Nané n'était pas une tentative djihadiste de s'emparer d'une future bombe nucléaire. Ce n'est pas cela. Ce que cela révèle est peut-être encore plus grave, que le Niger perd rapidement le contrôle de la situation et que la junte militaire qui dirige le pays a accidentellement créé un refuge où les terroristes peuvent prospérer. Comment le Niger en est-il arrivé là ? Pour comprendre la situation du Niger, il faut revenir quelques années en arrière, quand tout semblait aller mieux.
Nous avons un épisode complet ici sur Warfront qui explique exactement comment cela s'est passé, mais pour résumer brièvement, voici ce qu'il en est. En 2021, Mohamed Bazoum devient président et hérite d'une situation sécuritaire dégradée depuis près de 10 ans après la chute de l'État islamique au Levant. Ils ont cherché à s'installer ailleurs, profitant de l'instabilité du Sahel en Afrique. À l'origine, ils n'étaient que quelques centaines de combattants en 2018, mais ils se sont renforcés au fil du temps. Surtout dans la région des trois frontières où le Niger rencontre le Mali et le Burkina Faso. Dans cette zone, ils attaquaient rapidement un État, puis se repliaient derrière la frontière avant que les forces de sécurité ne réagissent. Leur force était la mobilité. Ils agissaient vite, en petite équipe, accomplissaient tôt la mission et repartaient avant que le gouvernement ne le sache. Avec le temps, ils sont devenus très efficaces. Une embuscade près de Tabatol a officiellement tué des dizaines de soldats nigériens, certains rapports évoquant jusqu'à 70 morts, lorsque Mohamed Bazoum est devenu le premier président démocratiquement élu en 2021, l'État islamique avait déjà fortement progressé dans le pays. Il a instauré une présence permanente sur de grandes parties de Tilibiri et Tawa, formant de véritables mini-États. Là-bas, il collectait des impôts, recrutait localement et imposait leurs lois. Vous voyez l'idée, un vrai mini-État. Le nouveau président avait vu son pays peiner à répondre à ce groupe. Il a finalement pris une décision pragmatique mais très controversée. Des années de combat avaient démontré que l'on pouvait tuer des insurgés indéfiniment sans jamais vraiment gagner, ni même réaliser de véritables progrès. Son gouvernement a discrètement ouvert des canaux avec les commandants adverses, offrant libération de prisonniers et réintégration aux combattants prêts à faire défection. Les services de sécurité détestaient cette politique, et les opposants l'ont vite qualifiée de capitulation face au terrorisme. Il n'avait pas tout à fait tort, mais Bazoum a aussi exercé une pression militaire continue, sans adopter une approche douce. Il a préservé le partenariat avec l'Occident, offrant au Niger des capacités inaccessibles seules. L'élément clé était une vaste base de drones américaines à Agadez, financée par plus de 100 millions de dollars de Washington. Les avions de surveillance américains survolèrent presque en continu les zones les plus actives, donnant à l'opération une vue d'ensemble des activités de l'État islamique. Les Français gardaient en des unités d'intervention rapide, pouvant se déployer en hélicoptère, arrivant bien plus vite que les soldats locaux. Ce qui signifie que même lorsque les militants parvenèrent à atteindre une cible, ils ne pouvaient pas rester sur place pour consolider leur position ou piller longuement sans risquer un affrontement qu'ils étaient sûrs de perdre. Ce n'était pas de la charité des gouvernements occidentaux, mais cela permettait au Niger d'obtenir technologie, formation et puissance de feu autrement inaccessibles. Au premier semestre 2023, cette combinaison semblait efficace. Les attaques attribuées aux groupes militants ont diminué de plus de 40% par rapport aux années précédentes, tandis que le nombre de victimes était également en baisse. Et puis, tout s'est effondré. Le 26 juin de cette année-là, des membres de la garde présidentielle ont pris le contrôle, se sont installés dans la capitale et ont annoncé que l'armée était aux commandes. Bazoum s'est retranché dans sa résidence présidentielle et a tenté, sans succès, de reprendre le dessus. La justification avancée était que la direction civile n'avait pas résolu l'insécurité, alors que les données prouvaient le contraire. Mais en même temps, les coups d'État ne sont généralement pas remportés. Grâce à leur PowerPoint, les nouveaux Junza ont vite réprimé les rivaux et consolidé leur pouvoir. Le général Abdourahmane Tiani, ancien chef de la garde présidentielle qu'il a retourné contre le président, s'est proclamé chef de l'État et a suspendu la Constitution. Après la poussière retombée, la courte période de démocratie au Niger a laissé place à un régime plus familier dans l'histoire du pays. Un régime militaire reposant plus sur la menace de violence que sur la légitimité populaire. Une fois la sécurité rétablie, Tiani a réformé la politique étrangère du Niger. Il faut d'abord reconnaître que les officiers ayant pris le pouvoir étaient très hostiles à l'ancienne puissance coloniale, la France. Ils voyèrent le président déchu comme une marionnette de la France et voulaient en prouver que leur souveraineté leur permettait de choisir les soldats étrangers sur leur sol. En quelques semaines, ils ont exigé le départ des forces françaises et Paris, reconnaissant qu'il n'avait que peu de légitimité juridique pour rester, s'est exécuté. Le retrait était achevé à la fin du mois de décembre. Les États-Unis, de leur côté, ont tenté de conserver leur base là-bas, car Washington considérait leur présence comme essentielle pour les opérations de lutte contre le terrorisme dans toute la région. La junte avait d'autres plans, et en septembre 2024, le dernier employé américain a quitté le pays.
Le port de drones d'Agadaz, pivot des opérations de surveillance au Sahel central, a cessé toute activité. Si vous vous demandez comment la junte comptait remplacer certaines infrastructures antiterroristes parmi les plus sophistiquées du continent, la réponse était simple, la Russie. Ce n'était pas sans raison. Il n'était pas insensé de croire à la réussite, car au Mali et au Burkina Faso, les voisins avaient expulsé les Français et invité Moscou. Ce n'était pas encore un désastre, car les Sahel Hunters allaient bientôt recevoir une formation accélérée. Voici ce qui se passe quand on expulse les armées compétentes et qu'on invite le groupe Wagner. Pour résumer, cela entraîne énormément de bains de sang. Et juste avant d'aborder toutes les façons dont la Russie a échoué au Niger, faisons une courte pause, respirons profondément, trouvons un peu de zen. Laissez-moi vous parler de Front Stockholm. Front Stockholm est notre espace réservé aux abonnés pour ceux qui veulent aller encore plus en profondeur que ce que nous proposons ici sur la chaîne principale, pour seulement 5$ par mois. Vous bénéficiez de 2 vidéos exclusives par semaine et d'articles d'experts sur les sujets majeurs. Nous avons récemment diffusé une interview avec l'ambassadeur du Soudan sur la guerre civile, en plus d'un épisode exclusif qui explore comment l'État islamique évolue dans un autre pays africain, le Mozambique. Oui, j'ai bien employé Explorer, apparemment un signe que l'IA écrit à côté de BNM Dash et moi qui vous conseille de vous accrocher. Eh bien, nous saluons Explorer et aussi le tiret quadratin. J'aime les tirets quadratins. Le site reprend tout ce que vous aimez dans Warfronts, avec plus de profondeur, de points de vue et d'histoires souvent ignorées par les médias. Front Company, 5$ par mois ou 50$, Et maintenant, replongeons-nous dans la crise terroriste grandissante au Niger, où les groupes armés ont carte blanche. Si la Russie s'investissait vraiment, elle pourrait probablement garder la situation sous contrôle, sans donner à la junte les habituelles leçons sur la démocratie et les droits humains qui accompagnent souvent une alliance avec l'Occident. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, s'il y avait un plan initialement. La Russie n'a jamais agi de façon marquante, contrairement aux États-Unis et à la France. En raison de la guerre en Ukraine, leurs troupes sur place ont été renommées le Corps d'Afrique, après quelques désaccords avec l'ancien chef de leur prédécesseur. Le groupe Wagner comptait environ 100 membres à leur arrivée en 2024 et à la mi-2025. Les estimations situent la force totale russe au Niger et au Burkina Faso, réunie à environ 200 hommes contre près de 2000 au Mali. La junte, rappelons-le, est arrivée au pouvoir en affirmant que le président Bazoum avait été trop laxiste en matière de sécurité de l'État. Elle avait échangé les forces de réaction rapide américaines et françaises, dotées de systèmes de surveillance et de combats de pointe, contre une équipe réduite qui se concentrait principalement sur la garde du palais présidentiel. Et avec les 2 grandes puissances écartées, l'État islamique avait plus ou moins ce qu'il voulait, carte blanche. En juillet 2024, ils ont attaqué une prison et libéré des centaines de détenus, dont beaucoup liés à des groupes militants. À mesure que 2024 laissait place à 2025, ils devenaient non seulement plus audacieux, mais aussi mieux équipés. Au Sahel, ils avaient compris qu'on pouvait acheter un drone caméra grand public en magasin. Placer un explosif improvisé dessus. Avec assez de ces drones ensemble, cela forme une armée de drones. Si l'attaque de l'aéroport de Niamey a bien impliqué des drones explosifs, comme l'indique Acled, ce serait inédit. L'ISSP a employé cette technique, ce qui est inquiétant pour l'avenir. Si c'était inédit pour l'ISSP, ce ne l'était pas pour les terroristes locaux en général. Les rapports indiquent que la branche régionale d'Al-Qaïda, Jenin, a réalisé plus de 100 attaques de drones depuis 2023 selon cette méthode. Les analystes ont relevé l'implication d'opérateurs Kounouri expérimentés de l'État islamique. La province d'Afrique de l'Ouest aurait pu aider à l'attaque de l'aéroport la semaine dernière, suggérant une coopération transfrontalière. Pendant ce temps, l'armée n'a pas brillé en juin, lors d'attaques coordonnées sur des rassemblements de prières et marchés dans l'ouest du Niger. Les unités à Phalange et Terra Point Blanc ont refusé leurs ordres de déploiement. Les mutineries ont été vite maîtrisées par des arrestations, réaffectations et une tentative d'étouffement de l'information. Mais le sentiment croissant de défaitisme qui imprégnait l'armée s'est avéré trop contagieux, et les chiffres rendent leur refus un peu plus compréhensible. À la fin de 2025, depuis le coup d'État, près de 1600 victimes du terrorisme ont été recensées, plus du double qu'à l'époque de Bazoum.
La branche régionale de l'État islamique est passée de quelques centaines de combattants en 2018 à environ 3000 aujourd'hui. Ceci nous mène à l'aspect le plus préoccupant, alors que l'attention s'est surtout portée sur la dynamique nucléaire liée au Yellow Cake. Et encore une fois, on ne peut pas vraiment blâmer ceux qui étaient inquiets. Beaucoup moins d'attention a été portée au proto-État qui se forme dans la région, un État qui ressemble étrangement à l'État islamique d'origine. Le nouvel État se focalise sur les districts de Tilibari et Tawa, désormais zones interdites à l'armée en raison de leur dangerosité. Cela illustre la situation vécue par les habitants de ces zones où l'État est quasi absent. Les combattants, auparavant axés sur les raids et l'expansion, passent maintenant leur journée à collecter des impôts, présider des tribunaux religieux et superviser des affaires gouvernementales comme la régulation des marchés. Mais ne vous trompez pas, ils sont tout aussi impitoyables. La taxe dépend du nombre de têtes de bétail d'une famille et ils viennent réclamer une somme. Fixer une date limite et indiquer que tout non-paiement total entraînera la mort ou l'expulsion. Les chefs et imams non coopératifs sont exécutés publiquement pour avertir les autres. Et puis il y a le facteur du recrutement qui n'est souvent pas entièrement volontaire. Human Rights Watch a documenté de multiples cas où des hommes ont été battus jusqu'à ce qu'ils livrent leurs fils pour combattre pour le groupe. Par exemple, se focaliser seulement sur le nucléaire est regrettable. L'histoire importe vraiment. Des familles terrorisées pour livrer leurs enfants à une armée djihadiste grandissante, cela avait déjà commencé avant l'intérêt pour l'uranium et rien n'indique que cela cessera. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Ce proto-État s'est étendu selon une stratégie soigneusement planifiée visant à étrangler lentement la capitale, les militants ciblant systématiquement les autoroutes, relier Niamey au pays. En 2025, certaines positions avancées ont été poussées à moins de 90 km de la ville. La junte a alors concentré ses forces autour de la capitale, accélérant l'abandon d'autres zones et cédant ainsi plus de terrain à l'ISSP. Cette attaque récente contre l'aéroport suit ce schéma. Ne vous y trompez pas, il n'a jamais été prévu de marche spectaculaire sur la capitale pour renverser la junte, du moins pour l'instant. Il s'agissait plutôt de prouver que des motards pouvaient entrer dans la principale installation stratégique de la capitale. Filmer 2 heures pour la propagande, puis repartir avant toute réaction du gouvernement au lieu d'annoncer « Nous arrivons pour la capitale ». Le message signifie « Nous pouvons l'atteindre à tout moment ». Cela ne veut pas dire que le Niger est sur le point de s'effondrer. L'État islamique, là-bas, n'a toujours pas les effectifs ni les ressources nécessaires pour lancer une opération suffisamment importante pour réellement s'emparer de la capitale et gouverner le pays. Un pays où le gouvernement ne contrôle que la capitale et ses environs, tandis qu'un proto-État djihadiste gère une grande partie de la campagne, n'est pas un signe encourageant. Encore une fois, cette situation était évitable. La junte ayant remplacé Bazoum a justifié son coup d'État en le jugeant trop faible contre l'État islamique. Mais le Niger du début de 2023 ressemble à un pays différent, plus sûr, à ce moment-là. Ce n'était peut-être pas un modèle de stabilité, mais il tenait clairement les choses bien mieux. Et surtout, il n'avait pas expulsé. Les armées américaines et françaises, qu'il faut reconnaître pour leur rôle majeur avant le coup d'État. Nous n'allons pas prendre de risques et prédire avec certitude ce que l'avenir réserve au Niger. La junte pourrait cependant réussir à renverser la situation. Nous ne retenons pas vraiment notre souffle non plus, mais pour être réalistes, ils n'en ont pas besoin. L'armée sur place s'est montrée incapable ou peu encline à reprendre la plupart des territoires tenus par l'ISSP. Et cette attaque récente, notamment avec l'utilisation de drones, démontre un sérieux dans le combat que nous ne voyons tout simplement pas de la part des forces gouvernementales. Et cela suggère un avenir très sombre, en effet. Merci de nous avoir regardés.